Bonjour, Alexandre Bello, je suis rhumatopédiatre à Lyon. Nous poursuivons l'exposé sur les explorations des maladies inflammatoires pédiatriques à travers la deuxième partie. Nous avons vu dans un premier temps les éléments cliniques et génétiques qui nous orientent sur les différents examens à réaliser, en comprenant les écueils et l'intérêt de chacune des techniques. Et là, on va parler de tests immunologiques. Ici correspond une slide sur mes conflits d'intérêts. Alors, parmi les tests immunologiques, il y en a un très en vogue, pour lequel il y a déjà eu des présentations par le passé, qui est celui de la signature interféron. L'interféron, c'est une cytokine, et comme nombreuses de nos cytokines circulantes, elles sont difficilement identifiables dans le sang circulant. Il en existe de trop faibles quantités pour qu'elles soient détectées facilement. Donc, un essai biologique, qui est une technique pour mesurer de manière indirecte cette signature, cette présence d'interféron a été mise en place. Il s'agit de la signature interféron. Elle correspond en fait à l'induction des gènes sous l'effet de l'interféron. Ce programme transcriptomique, qui comporte plus de 200 gènes, eh bien, a fait l'objet d'études, et 6 gènes semblent assez représentatifs de cette signature interféron, cette induction de l'effet de l'interféron sur les cellules. Et ce score-là a été testé dans pas mal de nos maladies à début pédiatrique, au premier rang desquelles les interféronopathies, qui sont associées à une expression augmentée de ces ISG, Interferon Stimulated Genes. Ici, vous avez l'ensemble des patients sur la gauche correspondant à un syndrome d'Aicardi-Gouttière démontré génétiquement, et on voit la signature qui est extrêmement élevée pour l'ensemble d'entre eux par rapport au contrôle. Cette signature interféron, elle est utile chez ces patients qui habituellement n'ont pas de syndrome inflammatoire. Leur CRP, VS est tout à fait normal. En revanche, la signature va démasquer cette forte inflammation interféron médiée. Si l'on regarde de manière plus précise cette signature au sein des différents génotypes, eh bien, on peut remarquer que quasiment pour l'ensemble des gènes d'Aicardi-Gouttière, on a une augmentation très nette avec très peu de faux négatifs, exception faite d'un gène, RNase-H2C, qui peut comporter certains patients avec une signature négative qui vont néanmoins avoir des mutations dans ce gène. Cela pour dire que s'il existe une forte suspicion clinique avec l'ensemble des éléments compatibles avec un Aicardi-Gouttière et malgré tout une signature négative, on peut être amené à faire le séquençage dans ces situations particulières. Ça doit faire l'objet de discussions avec le généticien parce qu'il est possible que certains Aicardi-Gouttière demeurent avec une signature négative. Mais la vaste majorité des cas, elle est positive. Alors, il y a le syndrome d'Aicardi-Gouttière, il y a d'autres maladies inflammatoires dans notre filière qui sont présentées ici. Celles qui ne sont pas génétiques drivées, comme le lupus ou certains lupus, la dermatomyosite, les connectivites mixtes, eh bien, présentent elles aussi, en période de poussée, une signature interféron positive. Et là aussi, l'intérêt, c'est peut-être d'avoir un marqueur biologique pour certaines maladies qui ne sont pas nécessairement très inflammatoires, avec des valeurs de VS ou CRP qui sont tout à fait normales, alors qu'en poussée, ces patients présenteront des signatures très élevées. Elles n'ont d'intérêt pour ces maladies plus communes, que sont le lupus ou la dermatomyosite de l'enfant, dermatomyosite juvénile, que lorsqu'on est dans des situations de diagnostic différentiel, à hésiter à poser le diagnostic de connectivite, et une signature positive peut alimenter le diagnostic de ces situations. Ici, vous avez un exemple de tétrasomie 9P avec 2 patients qui ont une signature également très élevée. En zone 9P du chromosome 9, il existe le gène de l'interféron alpha. Et donc, sa triplication ou quadriplication donne des manifestations neurologiques dont on ne sait pas si elles sont dépendantes de l'interféron, mais donne aussi des engelures et des manifestations de myosite inflammatoire, de lupus induit. Et donc ces patients ont également une forte signature positive. Ici, ce sont des patients avec mutation sur les gènes de SAVI ou Aicardi-Gouttière, très fortement positifs. Vous voyez que pour d'autres maladies plus complexes, peut-être plus hétérogènes, comme les arthrites juvéniles, il existe un panaché de cette signature essentiellement négative, mais pour certains d'entre eux qui peuvent être également positifs, et peut-être qu'à l'avenir, ça nous servira à décider de groupes de patients à traiter avec des thérapeutiques différentes. Ici, c'est les contrôles sains qui sont tous négatifs. Alors, la signature, c'est un dosage indirect de l'interféron, mais il existe maintenant des développements pour mesurer directement la protéine. C'est le cas du dosage protéique par 6 mois,
C'est une technologie qui s'inspire de l'ELISA. Alors peut-être que l'ELISA vous dit quelque chose. L'ELISA, habituellement, eh bien, c'est un anticorps de capture qui va permettre de prendre en sandwich une molécule que l'on veut doser avec un autre anticorps de détection couplé à un fluorochrome ou que l'on couple à un élément de détection complémentaire qui permet de doser de manière précise en utilisant une gamme une molécule cytokine en particulier. Le problème de nos cytokines dans le plasma, c'est que l'essentiel d'entre elles ne sont pas mesurables à des doses des nanogrammes par millilitre que l'on peut avoir avec des ELISA. Donc cette technique de CIMOA, c'est ni plus ni moins qu'une sorte d'ELISA améliorée, mais au lieu d'utiliser des plaques à fond plat, on utilise des billes en suspension qui sont coatées avec ces anticorps de capture qui augmentent la capacité d'interaction avec des molécules isolées en très faible quantité. En utilisant cette stratégie, ensuite, ces billes sont remises dans des puits et il existe une lecture des puits qui vont se colorer, témoignant de la capture par ces billes d'une molécule donnée. On arrive à baisser le niveau de détection de l'ordre du femtogramme par millilitre. On a gagné un logarithme par rapport aux techniques d'ELISA standard. Ça nous permet de doser l'interféron alpha. L'interféron alpha par CIMOA, actuellement, il n'est pas encore disponible en routine. Il le sera peut-être dans les années prochaines, à l'inverse de la signature qui est désormais déjà disponible, au moins à Lyon, et d'autres centres sont actuellement en train de le mettre en place, notamment Lille, Bordeaux, vraisemblablement Paris. Donc ici, vous voyez les dosages d'interféron alpha qui sont tout à fait identiques à ceux qu'on peut retrouver sur la signature transcriptomique. Il y a une bonne corrélation de ces éléments. Et cette fois-ci, on dose la protéine elle-même. Il n'y a pas besoin de cellules pour faire cette analyse. Récemment, l'équipe de Zahir Amoura, alors ce n'est pas le lupus de l'enfant, c'est le lupus de l'adulte, mais en utilisant cette mesure, ont démontré que l'interféron alpha mesuré par cette stratégie était un meilleur biomarqueur pour déterminer l'activité de la maladie, par exemple, que le phare. Donc il est vraisemblable que ces techniques viennent de plus en plus au premier plan dans les explorations du système immunitaire lorsqu'on suspecte une maladie inflammatoire à début précoce. Les autres examens sont similaires à ceux que l'on fait chez l'adulte. Ce sont les auto-anticorps de tout type, les DOT qui permettent de faire des combinaisons d'anticorps dans un champ d'immuno particulier en fonction du contexte clinique, le complément, et le complément en particulier chez l'enfant, il faut exiger le CH50. On s'est rendu compte, en particulier dans le lupus à début pédiatrique, que nombre d'entre eux sont liés à un déficit d'effraction du complément. Et paradoxalement, ces patients ont volontiers un C3 et un C4 normal. Donc on ne peut pas conclure à l'absence d'anomalie de la voie classique du complément sur les seules explorations du C3, C4 et il faut faire des demandes de CH50 pour tous les patients suspects de lupus chez l'enfant. Le dosage pondéral des immunoglobulines, pour les raisons qu'on a exposées dans la présentation clinique, c'est qu'on peut avoir un mélange de déficit ou d'excès d'immunoglobulines, de déficit d'immunoglobulines et de fragilité infectieuse, d'excès d'immunoglobulines et de syndrome hyper-IgM, hyper-IgE, qui en fonction de l'isotype va nous orienter vers un type de maladie particulier. Alors, les immunoglobulines chez l'enfant, il y a quelques astuces. C'est que lorsqu'on mesure les immunoglobulines précocement dans la vie, eh bien, ce sont celles de la mère que l'on mesure. Vous savez qu'il existe un passage transplacentaire des immunoglobulines maternelles et celles-ci vont décroître à mesure de leur demi-vie pour être au plus bas autour de 6 mois de vie. Ensuite, de cette période-là, et les valeurs sont assez importantes parce que vous voyez qu'elles fluctuent et que les valeurs négatives ou les valeurs limites fluctuent également, et bien à partir de 6 mois, les immunoglobulines vont monter progressivement jusqu'à l'âge de 6 ans, et peut-être c'est un moyen facile de se souvenir, à 6 ans, la limite inférieure que l'on gardera jusqu'à l'âge adulte est de l'ordre de 6 grammes par litre. Donc à l'âge de 6 ans, on doit avoir atteint la barre inférieure de 6 grammes par litre d'immunoglobulines totale. On peut explorer également donc, les sous-classes, IgG, A, M, E, pour essayer de démasquer des déficits immunitaires comme invariables. Les anticorps vaccinaux sont aussi des éléments importants. Lorsqu'on dose un anticorps vaccinal, c'est déjà un test fonctionnel. On teste si le lymphocyte B a été en capacité de se différencier en plasmocytes et de fabriquer des anticorps qui sont spécifiques d'un antigène donné, l'antigène vaccinal. Donc, en explorant l'anticorps vaccinal, c'est la voie terminale d'exploration du lymphocyte B. On peut également réaliser des explorations cellulaires.
Les explorations cellulaires, eh bien, c'est volontiers l'immunophénotypage. On utilise pour la cytométrie de flux des marquages membranaires qui permettent de déterminer les différentes sous-populations du système immunitaire. Alors l'immunophénotypage classique, que tout le monde connaît parce qu'il vient du monde de HIV, c'est l'immunophénotypage T, CD4, CD8, B, NK. Ce sont habituellement des données générales de répartition des populations. Si il est volontiers fait, fréquemment rendu normal, il ne suffit pas à dire que le système immunitaire est normal. Il s'agit d'une photographie et il faut savoir qu'on regarde uniquement ces sous-types cellulaires. Pour nos maladies inflammatoires à début pédiatrique, certaines sous-classes de sous-types cellulaires sont aussi d'intérêt. En particulier, les lymphocytes T double négatifs. Celles-ci correspondent à des cellules lymphocytaires T qui, sur le récepteur TCR alpha-bêta, sont négatifs pour à la fois CD4 et CD8. Normalement, un lymphocyte, il est soit CD4, soit CD8. On a d'ailleurs une majorité de CD4, environ 2/3 pour 1/3 de CD8. Et lorsqu'on a une expansion de cette population de double négatif, c'est un élément évocateur d'un syndrome ALPS, une lymphoprolifération associée à l'auto-immunité, et par mutation, entre autres, de CD95, CD95 ligands. Et on l'évoque devant un syndrome lymphoprolifératif avec auto-immunité. Les sous-types de lymphocytes B aussi peuvent être utiles. On peut demander des B transitionnels et des B mémoires. Peu importe les marqueurs de membrane, mais ils peuvent témoigner d'un bloc de maturation qui nous orientera, cette fois-ci, vers un déficit immunitaire commun variable. Certains lupus, en particulier par déficit de PKC-delta, ou qui impliquent les lymphocytes B, vont être démasqués par des anomalies de distribution sur les lymphocytes B, depuis les lymphocytes B naïfs jusqu'aux lymphocytes B mémoire. Enfin, les lymphocytes T peuvent être également analysés pour leur compartiment naïf versus mémoire. L'essentiel des lymphocytes T d'un enfant sont des lymphocytes T naïfs. Et lorsqu'il y a une faible quantité de ces lymphocytes T naïfs, ils peuvent correspondre à un authentique déficit immunitaire et de défaut de maturation des lymphocytes T, qui sont d'ailleurs des déficits combinés, puisque les déficits cellulaires T associent volontiers des déficits B, et peuvent se démasquer par des manifestations inflammatoires associées à des infections répétées, éventuellement opportunistes. Comme pour les anticorps vaccinaux, on peut explorer le lymphocyte T avec des proliférations lymphocytaires. Il y a deux grands types de tests lorsque vous demandez des proliférations lymphocytaires. Il y a plusieurs noms, il y a aussi tests de transformation lymphoblastique. Eh bien, vous pouvez utiliser soit des mitogènes. Les mitogènes, ils n'ont aucune spécificité. C'est PMA, PHA. Ça va activer le lymphocyte T et démontrer s'il est capable ou non de se diviser. C'est la première étape qui est d'ailleurs nécessaire à l'interprétation de la seconde. La seconde, c'est la stimulation avec un antigène. Il faut utiliser là encore un antigène vaccinal, par exemple l'anatoxine tétanique, et on peut observer si les lymphocytes T ont une capacité à se multiplier en contact de cet antigène. Cette fois-ci, on teste la même situation que les anticorps vaccinaux, mais cette fois-ci pour les lymphocytes B. C'est un test fonctionnel qui montre que les lymphocytes T spécifiques d'antigène sont capables de montrer une réponse normale. En faisant tous ces tests-là, eh bien, vous avez une exploration très profonde du système immunitaire lymphocytaire. D'autres cellules peuvent être intéressantes dans nos maladies inflammatoires à début pédiatrique, en particulier les neutrophiles ou les phagocytes, parce qu'il existe des déficits immunitaires rares qui peuvent se manifester soit par des infections à répétition, à germes encapsulés, à champignons, mais aussi sous la forme de granulomatoses systémiques, généralisées, destructrices, éventuellement associées à des infections. Donc, dans ces situations, on peut explorer le burst oxydatif. Vous connaissez la granulomatose septique chronique, qui dans 3/4 des cas est liée à l'X, par une mutation de la 91 FOX, qui est une des sous-unités de la NADPH oxydase. Il existe aussi des défauts d'expression des intégrines qui aboutissent à des grandes hyperleucocytoses sanguines et un défaut de migration des leucocytes au sein des tissus. On peut explorer le chimiotactisme des neutrophiles. Et enfin, pour compléter ces anomalies ou ces explorations cellulaires, on peut regarder les NK, les CD8, pour explorer combien ces cellules cytotoxiques sont capables de tuer la cellule cible. Plusieurs possibilités. On fait des tests de dégranulation. Ça correspond à regarder si la cellule immunitaire est capable d'amener la vésicule jusqu'à la membrane et la synapse immunologique pour aller cibler la cellule cible. L'expression de la perforine, parce que dans les lymphohistiocytoses, c'est la cause génétique la plus fréquente de lymphohistiocytose, et cette molécule, eh bien, on peut la marquer et l'observer
dans des cellules du système immunitaire. Et enfin, il y a un test fonctionnel qui, lui, est encore plus précis, qui est le test de cytotoxicité. Mais vous avez, pour dire que les NK CD8 fonctionnent normalement vis-à-vis de la cytotoxicité, besoin de réaliser ces 3 examens pour en être convaincu. Et c'est utile quand on a une situation de syndrome d'activation macrophagique. En conclusion, je voudrais souligner que les déficits de la réponse immunitaire ont été déjà largement explorés et sont pour l'instant ceux qu'on a le plus de facilité à identifier sur des tests fonctionnels. Les excès de la réponse immunitaire que l'on est en train de découvrir à mesure de la description des nouvelles maladies inflammatoires monogéniques eh bien, font l'objet de nouveaux tests, de mise au point de tests immunologiques. Certains sont en routine, déjà proposés pour l'ensemble des membres de la filière. Certains autres sont des examens de recherche. Mais à travers les RCP, qui peuvent impliquer des chercheurs, eh bien, vous pouvez avoir la possibilité, la proposition de tester certains de vos patients qui posent des difficultés diagnostiques sur ces tests réalisés dans les laboratoires de recherche. Ça nous permet d'explorer les différentes facettes de ces maladies et de mieux les décrire pour demain proposer des traitements plus spécifiques. De manière générale, et j'espère que c'est ce que vous retiendrez de cette présentation, c'est qu'il faut savoir ce que l'on cherche pour pouvoir déterminer le bon diagnostic. Je vous remercie.